Dans l'actualité ce soir, c'est officiel, le fichier Edwige est vidé d'une partie de son contenu. Les personnalités n'y seront plus recensées, mais elles pourront figurer dans un répertoire de préfecture. Aucune information ethnique, sanitaire ou sexuelle ne sera mentionnée. Pour la première fois, un médecin fait un possible lien entre une antenne relais de téléphone portable et des troubles de la santé. 2 jumelles de 17 ans sont concernées. Leurs parents ont porté plainte contre l'opérateur. Nicolas Sarkozy présente son plan pour la santé. Les hôpitaux seront notés, évalués en fonction des taux d'infection et de mortalité. Des pénalités planchers seront instaurées contre les fraudeurs à l'assurance maladie. À l'étranger, c'est gagné pour Tzipi Livni en Israël. L'avocate de 50 ans s'impose à la tête du parti majoritaire. Elle a entamé les consultations pour former un gouvernement. La crise persiste et la baisse continue sur les marchés financiers. Les bourses européennes n'ont pas retrouvé la confiance, malgré une nouvelle action concernée des banques centrales. Enfin, le tutorat est-il la recette pour limiter le gâchis de l'échec en première année d'université? Un premier bilan vient d'être dressé, il est plutôt positif. Bonsoir et bienvenue à tous. C'est donc peut-être la fin du feuilleton Edwige. Après des semaines de protestation et plusieurs jours de consultation, le gouvernement vient d'annoncer les changements apportés au fichier. Exit les indications sexuelles ou sanitaires, supprimer aussi le recensement des personnalités, même s'il est maintenu sous une autre forme, département par département. Aurélia Guillemin, Valérie Lucas. Le fichier s'était rapidement fait un prénom, mais Edwige, telle qu'on la connaissait, n'est déjà plus. Devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, Michèle Alliot-Marie a elle-même annoncé l'arrivée d'un tout nouveau décret. Je crois que beaucoup d'inquiétudes sont nées, beaucoup de malentendus sur un certain nombre de choses, probablement parce que le texte était trop flou et était trop général. Je pense que le travail que nous avons fait, c'est un travail qui nous permet de préciser les choses. La première modification concerne les personnalités, plus de fichage, mais une sorte de grand répertoire administratif tenu par les préfectures. État civil, adresse, profession de l'intéressé, mais exit les renseignements sur l'orientation sexuelle ou l'état de santé. Pour ce qui est des mineurs, le fichage reste de mise dès 13 ans pour toute personne susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, mais dans un délai limité, encore indéterminé, un droit à l'oubli qui ne rassure pas tout le monde. Nous, on n'est pas du tout d'accord avec le fichage a priori des mineurs. On est d'accord avec le fichage des mineurs de 13 ans à 18 ans dès l'instant où ils sont dans un délit, dès l'instant où ils ont fait un délit. Mais tant qu'ils n'ont pas fait un délit, si c'est de l'a priori, il n'y a aucune raison qu'on fiche les gens. Tout cela va incontestablement dans le bon sens. Mais en même temps, il y a un certain nombre d'interrogations qui subsistent. D'abord, nous aurions souhaité, nous, qu'il y ait une loi. Le dernier volet du tout nouveau fichier recensera enfin les postulants à un emploi protégé comme les bagagistes ou agents de sécurité compte tenu de la sensibilité de la profession. Le nouveau décret sera soumis à la Commission nationale informatique et liberté demain. Le texte pourrait entrer en application dans les semaines à venir. Et puis autre réaction et autre opposant à Edwige, François Bayrou salue la disparition de ce fichier, y voyant, je cite, une victoire pour la démocratie. Autre titre de l'actualité, les téléphones portables et les antennes relais sont-ils potentiellement néfastes pour la santé? Le débat n'est pas nouveau, mais pour la première fois, un médecin fait un lien possible avec des troubles cardiaques observés sur 2 adolescentes de 17 ans. Information révélée par le site internet du Nouvel Observateur. Du coup, la famille a porté plainte. L'installation de cette antenne dans les Yvelines était dénoncée depuis plusieurs années par la commune. Renaud Bernard, Sylvain Doha. Pour les habitants de ce quartier, c'est une antenne de malheur, un relais pour les téléphones portables. Quand il a été installé il y a 5 ans, la santé des filles de Roselyne Roulant s'est détériorée. Problèmes cardiaques, anémie, maux de tête. Elle a accumulé un dossier complet et 2 médecins l'ont certifié. Selon eux, le lien entre l'antenne et les problèmes de santé est une hypothèse plausible. Le cardiologue m'a tout de suite dit, après les avoir examinés, le cœur est en bon état, il y a quelque chose qui le fait dysfonctionner, leur cœur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que dans l'environnement, il y a eu un changement ces derniers temps? Donc j'ai parlé de l'antenne. Et il me dit, mais écoutez madame, dans ces conditions, je ne peux rien faire. L'antenne est une source de nuisance pour le cœur. Pour Caroline, seule la musique peut calmer les migraines. Dans la famille, pas de portable, pas de téléphone sans fil, pas d'internet Wi-Fi. Pourtant, des mesures ont été effectuées. Dans la chambre, le rayonnement serait 10 fois supérieur à la norme. On peut installer des rideaux en fibre d'argent, donc il y a une petite amélioration, mais c'est loin d'être spectaculaire, parce que ça n'absorbe que les ondes qui rentrent par les fenêtres, et pas évidemment ce qui rentre par les murs, la toiture.
Dans le quartier, une association a mené l'enquête et le cas de la famille Roulant ne serait pas isolé. Pour l'instant, nous nous sommes arrêtés à 100. Pour moi, 100 personnes qui souffrent des mêmes pathologies, des mêmes symptômes, à mon sens, c'est suffisant pour se pencher sur la question. Mis en cause, l'opérateur dément. Le rayonnement de l'antenne serait selon lui très inférieur aux limites. Avec la plainte, une enquête sanitaire va être ouverte pour mesurer les effets de l'antenne relais sur la santé. Et ce n'est donc pas la première fois qu'un soupçon est exprimé. Récemment encore, des scientifiques avaient lancé une pétition. Alors, qui faut-il croire? Où en est la science et quelles sont les normes? Élément de réponse avec Nicolas Lemarinier et Delphine Paric-Miller. C'est la grande question qui inquiète tous les riverains des antennes relais. Les ondes émises ont-elles des effets nocifs sur la santé? Aucune étude scientifique ne le prouve avec certitude. Associations de citoyens et chercheurs se contredisent. Ça peut aller de perturbations du sommeil, de troubles de la concentration, jusqu'à des problèmes plus lourds, ça peut aller jusqu'à des problèmes de cancer. Du point de vue de la santé, les antennes relais ne constituent pas un problème. Quelles sont les normes imposées aux opérateurs de téléphonie? Dans l'Union européenne, les émissions d'ondes ne doivent pas dépasser 61 volts par mètre. La France applique ce seuil très tolérant. D'autres pays européens sont beaucoup plus stricts. Luxembourg, 3 volts par mètre. Suisse, 4 volts. Pologne, 6 volts. Mais la réglementation française cache des disparités. À Paris ou Lyon, les émetteurs sont plus rapprochés et moins puissants, 2 volts par mètre. À la campagne, il y a moins d'antennes, elles émettent plus fort pour rayonner plus loin. Alors faut-il plus de relais avec moins de puissance? Plus on a d'antennes, moins on a de problèmes, parce qu'on diminue de ce fait l'exposition non seulement des gens qui vivent près des antennes, mais également des utilisateurs de téléphones portables. Est-ce qu'il faudrait mettre les antennes plutôt loin des habitations? Finalement, ça pourrait se révéler plus nuisible dans la mesure où, du coup, on serait obligé d'augmenter la puissance des antennes. Quand aura-t-on des résultats concrets sur les effets des ondes? Côté antenne relais, pas d'études de grande ampleur en vue. Côté téléphone, l'Organisation mondiale de la santé effectue des recherches depuis 2000 dans 14 pays pour mesurer l'influence du mobile sur le risque de cancer. Résultat attendu cet automne. On continue avec la santé, avec le plan de réforme du gouvernement qui fera l'objet d'un projet de loi début octobre. Il a été présenté par Nicolas Sarkozy lui-même, accompagné de Roselyne Bachelot. Au programme, entre autres, une série de critères pour évaluer et noter les hôpitaux et des sanctions accrues contre les fraudeurs. Le détail, Nathalie Sapena. Dans la maison médicale de Blétrand, dans le Jura, plus de 20 professionnels de santé travaillent ensemble. Un modèle pour Nicolas Sarkozy qui l'a visité ce matin et souhaite multiplier les maisons de ce type. Le développement des maisons médicales est l'un des axes du plan santé du président de la République, dont la priorité est l'assainissement des comptes de la sécurité sociale. Je souhaite que l'assurance maladie revienne à l'équilibre en 2011. Et pour y parvenir, nous aurons besoin de l'engagement résolu de tous. Toujours pour lutter contre les inégalités géographiques, les médecins de campagne seront mieux rémunérés. Le projet de loi explore également des pistes nouvelles. Par exemple, un forfait pour les malades chroniques qui n'auront plus à payer à chaque consultation. Mais surtout, petite révolution, les hôpitaux devront publier leur taux de mortalité et d'infection nosocomiale. Autre volet, la traque des dépenses abusives sera renforcée. J'invite l'assurance maladie à intensifier la lutte contre les gaspillages, les abus, les fraudes. Elle doit s'appuyer sur de nouveaux instruments pour s'attaquer aux fraudes. Un mécanisme de pénalité plancher sera institué à compter de l'an prochain sur le modèle de celui en vigueur pour lutter contre le travail illégal. Le projet de loi sera discuté au Parlement dans quelques semaines. À l'étranger, d'abord, le sourire de Tzipi Livni en Israël. L'avocate de 50 ans s'impose à la tête du parti majoritaire en remplacement d'Ehud Olmert. Elle est donc bien partie pour devenir la deuxième femme de l'histoire à diriger le pays. Elle a d'ailleurs commencé à consulter. Une victoire à l'arraché face à Shaul Mofaz hier soir. On écoute Tzipi Livni. La mission que nous avons pour notre pays, et ce n'est pas seulement ma mission ou celle du parti, est de retrouver très vite une stabilité. Le gouvernement d'Israël doit gérer de nombreuses menaces. Nous devons nous occuper de notre sécurité. Il faut que nous nous développions et que nous combattions l'instabilité économique.
En Chine, le scandale du lait en poudre frelaté prend des allures d'affaire d'État. Un 4e enfant est mort après en avoir consommé. Rappelons qu'il y a plus de 6000 malades et chaque jour apporte de nouvelles découvertes. L'affaire concerne désormais tout le territoire et du lait liquide, des glaces et des yaourts seraient aussi concernés. Hakim Abdelkalek. La psychose a gagné toute la Chine. Dans les hôpitaux, des milliers de parents font examiner leurs bébés. Selon un dernier bilan, plus de 6000 enfants souffrent de calculs rénaux et 4 sont morts après avoir avalé du lait contaminé par de la mélamine. Ce produit chimique sert à fabriquer du plastique ou de la colle. Il a été utilisé ici pour que le lait paraisse plus riche en protéines. La mélamine a d'abord été détectée dans du lait en poudre, puis dans des glaces, du yaourt et du lait liquide. Au total, 22 compagnies laitières majeures sont incriminées. Dans ce pays où l'enfant unique est la règle, les parents sont en colère. Je pense que dans le futur, je nourrirai mon bébé avec du lait maternel. J'ai été terrifiée par ce que j'ai vu. Ces produits laitiers sont pour bébés. Il devrait y avoir des normes très strictes de contrôle. Ce scandale sanitaire pourrait prendre des proportions mondiales. Du lait, peut-être contaminé, a été exporté au Burundi, au Gabon, au Bangladesh, en Birmanie et au Yémen. Le gouvernement chinois a lancé une vaste enquête pour remonter à la source de la contamination. Pour l'instant, 22 personnes ont été arrêtées. Et pour en savoir plus, à suivre ce soir, envoyé spécial sur les scandales sanitaires en Chine, car ça n'est pas le premier. Quels sont les contrôles? Que sait-on exactement? Rendez-vous à partir de 20h50 avec Guylaine Chenu et Françoise Joly. En bref, la situation est dramatique pour Alitalia. C'est Silvio Berlusconi lui-même qui l'affirme après le retrait de l'unique offre de reprise aujourd'hui. Le consortium d'investisseurs a en effet jeté l'éponge. Et puis le quotidien espagnol El País a diffusé tout à l'heure un film de l'accident d'avion du 20 août dernier. L'appareil de la compagnie Spanair s'était écrasé au décollage de l'aéroport, faisant 154 morts et 18 blessés. On voit l'avion, on l'a vu, accélérer sur la piste et tenter en vain de prendre de l'altitude. Ses roues ont à peine quitté le sol qu'il rebondit et s'enflamme, dégageant ce champignon de fumée noire. Les causes de cet accident, rappelons-le, ne sont pas encore connues avec certitude. On en vient à la tempête sur les marchés financiers. Elle ne s'est pas vraiment calmée. Les bourses ont à nouveau fini en baisse en Europe. Autrement dit, la confiance n'est pas revenue, malgré une action concertée, une nouvelle action des banques centrales. Le monde semble déboussolé et la crise rebat les cartes, y compris en matière politique. Aux États-Unis, où les marchés ont retrouvé un peu d'oxygène, John McCain est critiqué, sévèrement critiqué, pour ses propos jugés naïfs. À Washington, Alan Chalvron, Aaron Diamond. Wall Street a retrouvé le sourire ce matin. 100 milliards supplémentaires viennent d'être débloqués et George Bush en profite pour reprendre l'initiative après l'impression désastreuse laissée par les hésitations de son gouvernement ces derniers jours. Le peuple américain peut être assuré que nous continuerons à agir pour renforcer et stabiliser nos marchés financiers et rendre confiance aux investisseurs. C'est que la crise n'a pas secoué que Wall Street, elle secoue aussi la campagne électorale, aux dépens de John McCain, qui n'a jamais caché son peu d'intérêt pour l'économie, d'où cette petite phrase maladroite aussitôt relevée par Barack Obama. Je crois que les fondamentaux de notre économie sont encore bons, mais il est vrai que les temps sont très très durs. Sénateur McCain, mais de quelle économie parlez-vous? La meilleure défense étant l'attaque, John McCain réplique aux dépens du big business. Ça paye toujours. Certains à Wall Street se sont crus au casino, au mépris général, avec avidité, irresponsabilité, corruption. Haro sur les plutocrates? Barack Obama répond aussitôt avec ce spot publicitaire assassin montrant les liens des principaux collaborateurs de John McCain avec les lobbies. Est-ce que vraiment c'est ça le changement? On ne peut tout simplement plus se permettre la même chose. Les derniers sondages montrent une nette remontée de Barack Obama. Il a repris l'avantage sur John McCain. Alors, cette crise est-elle du pain béni pour les démocrates? Surtout, ne le dites pas trop fort. Et on s'arrête un instant maintenant sur le jugement d'un expert. Et quel expert? Le célèbre financier américain George Soros a bâti sa fortune grâce à la spéculation. Il a profité du système, il le connaît par cœur. Aujourd'hui, il le critique et il l'analyse. Romain Messier et Christophe Vignal l'ont rencontré à Paris. Il est à Paris, mais vit à l'heure de Wall Street. 16 heures, l'ouverture de la bourse aux États-Unis. George Soros ne lâche pas son téléphone. Comme tous les financiers de la planète, il tente de limiter ses pertes.
Et quand il ne spécule pas, George Soros analyse la crise financière, la pire selon lui, depuis 1929. J'ai peur que la réalité soit encore pire que celle que je prédis dans mon livre. Nous vivons un moment tragique, à deux doigts d'une panne totale du système. Il a bâti sa fortune dans les années 90, à la tête de son propre fonds d'investissement. En 92, il aurait même gagné 1 milliard de dollars en une seule journée, en spéculant sur la livre sterling. Gourou de la finance, George Soros est pourtant très critique envers un système libéral dont il a profité. Et parle en connaissance de cause, la crise était prévisible. J'affirme que les marchés sont imparfaits. Et croire qu'ils sont parfaits et qu'on peut leur faire confiance est une fausse croyance. J'appelle ça de l'intégrisme de marché. Et je l'accuse de la crise actuelle. Avec la crise des subprimes et l'effondrement des plus grandes banques aux États-Unis, George Soros pense que l'État américain doit sauver le système financier et mieux le réguler. Il faut réformer le système en contrôlant le crédit aussi bien que les flux monétaires. Et c'est quelque chose que jusqu'à maintenant les autorités refusaient de faire. Un système financier en crise, mais dans lequel George Soros n'a pas laissé sa place. Dernier élément sur cette crise, ses conséquences se font bien sûr sentir très concrètement en France. Exemple, obtenir un crédit est devenu beaucoup plus difficile pour les particuliers ou pour les entreprises. Fabien Chadeau, Guillaume Michel. À 25 ans, Romain Dian est un garçon ambitieux. Il y a 2 ans, il a acheté cette salle de spectacle dans un quartier chic de Paris. Avec ses 15 employés, il organise des soirées pour des entreprises ou des particuliers. À l'époque, il était allé voir son banquier et avait décroché un prêt de plusieurs centaines de milliers d'euros. Un pari audacieux qui a convaincu. Alors aujourd'hui, on a un financement sur 7 ans, assez classique. Il n'y a pas de problème. Les échéances sont réglées trimestriellement. Depuis, l'affaire tourne bien. Il tient son plan de remboursement. Le chiffre d'affaires a même doublé en 2 ans. C'est notre planning, donc ça pour moi c'est ma Bible. C'est ce qu'on regarde tous les matins. Donc c'est pour voir l'évolution des locations chaque semaine. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Le mois d'octobre c'est un bon mois. Aujourd'hui, pour développer son entreprise, il veut ouvrir un restaurant. Il a besoin de 300 000 euros. Problème, même s'il a déjà fait ses preuves, 8 banques refusent de lui prêter l'argent. Certaines vous disent que c'est la conjoncture, facile. D'autres sont en restructuration, etc. Bon, ok. Et souvent, qu'est-ce qu'on me dit? Que j'ai l'immense défaut d'être trop jeune. Il n'est pas seul dans ce cas. Avec la crise des subprimes, les banques ferment les vannes du crédit. Entre les années 2004 et 2007, les banques finançaient un peu tout et n'importe quoi. Que ce soit sur les besoins de trésorerie des entreprises comme sur l'immobilier. Un dossier était un dossier, pourquoi pas le financer? Aujourd'hui, c'est plus le cas. Selon la Banque de France, au premier semestre, un tiers des banques a resserré les conditions d'attribution de crédit aux entreprises. Et puis au milieu de la tourmente, un homme est resté silencieux, ce n'est pas son habitude. Nicolas Sarkozy ne s'est pas exprimé. Silence sur la conjoncture, cafouillage dans la majorité sur les taxes et la politique économique. On apprend que le président de la République abordera ces sujets jeudi prochain. Il s'exprimera, mais dans un cadre un peu inattendu. Bonsoir Mickaël Darmon, vous êtes à l'Élysée. Quel est ce cadre? Bonsoir. Et quel est le plan de Nicolas Sarkozy? Eh bien écoutez, c'est finalement donc le 25 septembre à son retour de l'ONU et à Toulon, au Zénith de Toulon, dans un discours public que Nicolas Sarkozy va s'exprimer sur la crise économique. Il le fait donc à la tribune pour incarner donc le chef politique devant la majorité. C'est ainsi qu'il a décidé de s'exprimer. Mais avant cela, il va remettre de l'ordre donc dans les rangs du gouvernement où c'est un peu l'ambiance cour d'école. Ce matin, Nicolas Sarkozy et François Fillon ont décidé de siffler la fin de la récréation. C'est l'expression du Premier ministre devant des journalistes à Rome. Pour Jean-Louis Borloo, pas de taxe pique-nique, pas d'extension du bonus-malus sur les autres produits et demain, à l'Élysée, une petite séance de rattrapage sur la communication, sur la fiscalité. Pour le dossier du fichier Edwige également qui a fait polémique, si la méthode n'a pas été désavouée, c'est également la communication de la ministre de l'Intérieur qui a été critiquée. Voilà, et pour donc recadrer complètement, Nicolas Sarkozy recevra demain le G7, ses ministres chouchous, considérés eux comme des bons élèves parce que, dit-il, ils savent communiquer.
Merci Mickaël. Alors vous parliez de lui, à noter que François Fillon s'est exprimé lui pour la première fois sur ce sujet de la crise financière. C'était tout à l'heure lors d'un déplacement à Rome. On l'écoute. Aux États-Unis, les acteurs financiers ont une sérieuse responsabilité dans ce qu'il faut bien appeler un dévoiement du capitalisme qui nous touche aujourd'hui tous. Certains se sont laissés totalement emporter par les performances extravagantes de produits financiers complexes et totalement opaques. La maîtrise du risque et le souci de la transparence qui auraient dû imprégner le système bancaire ne doivent plus jamais être perdus de vue. Voilà, propos recueillis à Rome par Christophe Vignal. Et puis à noter que la Commission des affaires sociales de l'Assemblée a adopté aujourd'hui le plafonnement des niches fiscales. Il faut savoir que le cumul de plusieurs de ces niches permet actuellement aux revenus les plus élevés de ne pas être imposés. Ce plafonnement devrait l'empêcher et rapporter 200 millions d'euros qui iront financer le RSA, le revenu social d'activité. Il est 20h19 à suivre dans ce journal. Comment limiter l'échec en première année à l'université? C'est l'heure du premier bilan pour l'expérience des tuteurs entamée l'an dernier. Les grandes marées, thermomètre des changements climatiques. On verra quels sont de plus en plus d'ampleur. Explication dans un instant. Enfin, la colère de notre porte-drapeau paralympique, Assia El Hanouni, malvoyante et 4 fois médaillée, aurait voulu plus d'attention. Elle sera avec nous en direct de l'Elysée. Mais d'abord la politique, avec la bataille pour l'un des postes les plus fastueux de la République. Il s'agit de la présidence du Sénat. Les élections sénatoriales ont lieu dimanche. Et vous allez le voir, à l'heure où l'État cherche partout à faire des économies, le train de vie de la Haute Chambre n'est pas vraiment concerné par ce régime. Enquête Alix Bouillaguet, Éric Delagneau. Vous verrez, vous pourrez apprécier si ça a le caractère somptueux et royal que certains veulent bien dire. Ce jour-là, le président du Sénat avait ouvert les portes de son appartement de fonction à une caméra. À gauche, ici, j'ai le salon. D'accord. 80 mètres carrés dans le petit Luxembourg. Pour Christian Poncelet, pas vraiment du luxe. Voilà la chambre à coucher. Voilà si ça a un caractère somptueux, à vous d'apprécier. Certains s'imaginent que le président du Sénat, n'est-ce pas, est logé comme l'était certainement, je sais pas moi, Louis XVI ou quelle autre personnalité, ou quelques présidents de grandes républiques démocratiques, sociales et populaires. Il existe pourtant un deuxième appartement occupé par le même président Poncelet, mais celui-là, pas question de le visiter. Il a un appartement de 200 mètres carrés qui donne sur le Luxembourg et qui lui est donné à vie, comme il aura à vie 2 gardes du corps, une voiture, un secrétariat, etc. Enfin, Louis XIV n'avait pas ça. Le Sénat offre également de nombreux services, tous gratuits, coiffeurs, blanchisserie, on y trouve une poste, un cours de tennis et même un salon d'ébénisterie, 8 restaurants, bref, chaque année, de quoi recevoir beaucoup. Le président du Sénat lui reçoit entre 10 et 12 000 personnes, entre des réceptions, remises de décoration, les dîners, les déjeuners. Côté rémunération, Christian Poncelet cumule son indemnité sénatoriale environ 11 000 euros avec sa prime de président, 10 000 euros. En 2006, la Cour des comptes avait émis des réserves sur les comptes du Sénat, réserves levées l'année dernière. Mais pour instaurer plus de transparence, le sénateur Alain Lambert a sa petite idée, mettre chaque budget sur Internet. Qu'il s'agisse du coût du déplacement du président à tel ou tel endroit, qu'il s'agisse de ses frais de bouche, qu'il s'agisse du secrétariat dont il a besoin pour assumer ses fonctions, je pense que les Français trouveraient ça très raisonnable. Une proposition faite par cet outsider à la course à la présidence. Quel style pour le successeur de Christian Poncelet, rupture ou continuité? Réponse, le 1er octobre prochain. La rentrée universitaire, la ministre Valérie Pécresse en a donné le coup d'envoi aujourd'hui. Elle a aussi fait un premier bilan des actions entreprises en matière d'échecs. C'est l'une des grandes faiblesses de l'université, abandon, redoublement. Beaucoup d'étudiants sont déroutés par un système qui encadre beaucoup moins qu'au lycée. Une expérience de tutorat a été instaurée l'an passé en première année de licence. Les premiers résultats semblent positifs. À l'université de Paris 12, reportage Mallory Aounou, Frédéric Faure. Retour sur les bancs de la fac, ces étudiants d'économie passent en 2e année. Visiblement, cela mérite les félicitations du doyen. Il paraît qu'on échoue beaucoup à l'université. Bien vous avez fait la preuve qu'on peut réussir à l'université. Si tous les inscrits en première année avaient réussi, ils seraient 2 fois plus nombreux dans cet amphi. Avec 10,5 de moyenne, Édouard a parfois dû s'accrocher. Je dirais 4 heures d'amphi avec 250 personnes autour de soi. Je pense que ça, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Il y a des moments où on est un peu plus stressé et on pourrait baisser les bras.
Géraldine, elle, redouble sa deuxième année, retardée par un emploi de nuit dans la restauration. On finit à 2h du matin, le temps que je rentre chez moi à 3h du matin, de revenir encore à 8h, donc voilà. Moi je pense à l'université, sans les profs derrière qui boostent, on ne peut pas réussir. Améliorer l'encadrement, tout l'enjeu pour cette université. L'an dernier déjà, Édouard a pu s'appuyer sur une sorte de professeur principal, un accompagnement désormais apporté à tous les premières années. Ils font une matière qu'on appelle apprentissage du travail universitaire, où ils sont donc à 20-25 avec un enseignant référent qui les suit, qui a leurs notes et qui à la fois les écoute, peut les guider dans leurs problèmes, dans leur choix d'orientation ou de réorientation si jamais ils sont en échec. Quant à ceux qui tiennent jusqu'aux examens, ils ne sont plus qu'un quart à échouer. Pour éviter les décrochages, on commence donc avant même le début des cours par de la remise à niveau. Anglais et mathématiques pendant 15 jours pour ceux qui n'ont pas eu 10 au bac. Déjà, c'est les matières dont j'avais vraiment de la queue et dont j'avais vraiment besoin de faire des cours. C'est vraiment bien. On se retrouve dans l'ambiance du lycée avant de rentrer vraiment dans l'amphi, les cours magistraux et trucs comme ça. Pour sa nouvelle licence, Paris 12 est cité en exemple et a reçu une dotation de 500 000 €. Au total, sur 5 ans, 730 millions seront répartis entre les universités selon leurs efforts et leurs résultats. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais vous vous souvenez sans doute de son visage. Mégane Durel est morte ce matin. Elle était l'une des figures du Téléthon avec son énergie, sa bonne humeur, malgré sa maladie orpheline. La progéria, responsable d'un vieillissement prématuré. Mégane avait 15 ans et demi. Sa disparition intervient alors qu'une expérience médicale, peut-être décisive, va être tentée. Jean-Daniel Flézaquier. C'était en 2003. Mégane avait 10 ans et elle rencontrait pour la première fois Nicolas Lévy. Avec son équipe, ce chercheur venait de découvrir le mécanisme défectueux à l'origine de la progéria. Une maladie qui faisait vieillir Mégane à toute vitesse. Ses artères, ses os, sa peau, ses cheveux étaient ceux d'une femme de 70 ans. Une inexorable fuite en avant que la bêtise des adultes rendait encore plus terrible parfois. Il y a même une copine à moi, et sa mère, elle veut pas qu'elle s'approche de moi. Parce qu'elle ne veut pas qu'elle l'attrape. Grâce au Téléthon, la progéria, maladie rarissime avec 15 enfants atteints en Europe et 100 dans le monde, a pu bénéficier d'un programme de recherche. La combinaison de deux médicaments déjà sur le marché, l'un qui abaisse le cholestérol, l'autre qui freine l'ostéoporose, a montré chez l'animal qu'on pouvait ralentir l'évolution de la progéria. Mais Mégane savait qu'elle n'en bénéficierait sûrement pas. S'il trouve quelque chose, eh ben, moi je sais que c'est trop tard pour moi, mais pour les autres petits-enfants qui naîtront avec cette maladie-là, eh ben, ils auront toutes les chances de guérir. L'essai débutera dans quelques jours sur une quinzaine de petits malades. Mégane est morte ce matin à 9h40, elle avait 15 ans. 15 ans seulement. En bref, encore à propos de santé, Conforama adresse un courrier à 38 000 clients. Motif, certains fauteuils et canapés de relaxation vendus depuis 2 ans sont susceptibles d'entraîner des réactions allergiques. Ils contiendraient trop de sachets anti-moisissures. Selon le journal Le Parisien, une dizaine de personnes ont même été hospitalisées suite à un eczéma. Les sciences, le phénomène des grandes marées est-il le thermomètre des changements climatiques? Les spécialistes ont pu aujourd'hui établir qu'elle monte de plus en plus haut. Comment l'expliquer? C'est le dossier de cette édition. Il est signé Nicolas Châteauneuf et Pascal Stelletta. Ce sont des jours où la nature rappelle qu'elle peut tout d'un coup changer ses habitudes. Les grandes marées, quand la mer monte très haut et se retire très loin, découvrant d'immenses étendues normalement submergées, pour le plus grand bonheur des pêcheurs à pied. Quand la mer monte, les crabes s'approchent de la côte pour venir chercher de la nourriture. Et pour les grandes marées, quand cette partie est découverte, certains crabes se font piéger. Pendant longtemps, les grandes marées sont restées mystérieuses. Aujourd'hui, on sait qu'elles sont le résultat d'un délicat jeu de mécanique céleste. Lorsque la Terre, le Soleil, la Lune sont alignés, l'attraction sur notre planète est maximale. Les océans sont déformés, ce sont les grandes marées. Au contraire, lorsque la Lune et le Soleil forment un angle droit, ce sont les mortes eaux. Un mouvement qui suit un cycle de 18 ans, mais dont l'influence sur nos côtes est aujourd'hui perturbée par le réchauffement climatique. Avec la hausse des températures, l'océan se dilate, les glaces fondent. Depuis 120 ans, le niveau moyen des mers a augmenté de plus de 20 cm et le mouvement s'accélère. Les dernières études tablent sur une hausse d'1 mètre environ d'ici la fin du siècle, avec des régions littorales de plus en plus peuplées et exposées aux effets conjugués des marées et des accidents climatiques extrêmes. Les régions de delta, comme le delta du Nil, le delta du Gange, le delta du Mékong, sont des régions exposées parce qu'au-delà du relèvement moyen du niveau de la mer,
On a le relèvement associé à des événements exceptionnels, à des fortes marées, à des tempêtes. Donc c'est un peu plus que ce relèvement de niveau moyen qui peut fragiliser ces régions. La grande inconnue reste la vitesse de fond des glaciers. Le Groenland représente ainsi 7 mètres de niveau océanique. L'Antarctique, près de 70 mètres. Il faudrait alors imaginer une Europe avec une toute autre physionomie côtière. Dans cet autre monde, au climat plus instable, il faudra alors s'habituer à des grandes marées plus hautes, mais aussi plus dangereuses. Le retour à Paris des athlètes des Jeux paralympiques. Ils sont reçus ce soir à l'Elysée. Dans un instant, nous serons avec Assia Alanouni, malvoyante, 4 fois médaillée. Avant cela, loin des projecteurs, voici un reportage édifiant sur le parcours du combattant. Il n'y a pas d'autre mot, d'un handicapé aujourd'hui. Il s'appelle Sofiane Cherif, il a 24 ans, il est surveillant. Reportage Nadia Hachbouziane, Yann Moine. Au tourniquet, il n'a besoin de personne, quitte à employer les grands moyens. Les escalators, en principe, il n'a pas le droit d'aller dessus. Et pour la montée dans le train, il est censé appeler un agent. Sofiane Cherif emprunte les transports seul, sans aide, tous les matins. 1h30 de trajet pour aller au travail. Pour cela, il prend tous les risques. J'ai ma roue qui a tapé justement l'escalator et je suis parti à la renverse et j'ai eu ma main droite qui est restée accrochée à l'escalator et je me suis retrouvé allongé dans l'escalator et j'ai cru que j'allais mourir après. Ce jeune homme est né infirme moteur cérébral. Utiliser les accès spéciaux prévus pour les handicapés nécessiterait, dit-il, 3 fois plus de temps. Je ne vais pas attendre 3 heures que la personne vienne me voir et me dise « Monsieur, vous avez besoin d'aide, quoi ». Je vais travailler comme tout le monde, je suis pressé comme tout le monde. Donc voilà, s'ils ne viennent pas, moi je me débrouille tout seul, quoi. Constat injuste, répond la RATP qui rappelle que du personnel est prévu pour aider les handicapés. Comment on fait quand on est en fauteuil roulant pour la montée? Alors, très clairement, une personne en fauteuil roulant ne peut pas franchir cette marche en autonomie. Une personne en fauteuil roulant qui souhaite emprunter le RER doit s'adresser au guichet d'accueil et de vente, demander effectivement à utiliser le RER et préciser sa station d'arrivée. Puis un agent vient positionner cette rampe amovible. Même station, Châtelet, même horaire, 11 h, mais un autre jour. Le bureau d'information, comme on peut le constater, est fermé. Et la fameuse rampe est toujours là, mais plus personne pour la faire fonctionner. Vous voyez un agent autour de moi là? Il n'y en a pas. Et dans les gares de banlieue, c'est encore plus difficile. Aubervilliers, terminus pour Sofiane Cherif. La marche fait plus de 50 cm. Et voici l'accès handicapé. Je ne suis pas le seul handicapé en France. C'est-à-dire que moi ça va, je suis assez autonome. Mais quelqu'un qui n'est pas autonome, comment il fait? Une seule ligne du métro parisien est intégralement accessible aux handicapés. Météor dispose d'ascenseurs spécialement étudiés. L'espace permet un passage facile des fauteuils roulants. En principe, d'après la loi, toutes les stations devraient ressembler à celle-ci en 2015 ou plus tard. La RATP a déjà prévenu, pour elle, ce sera mission impossible. Voilà, loin de la fête paralympique, ce quotidien d'un handicapé que nous souhaitions montrer ce soir. Les Paralympiques que nous fêtons maintenant avec vous, Assia Alanouni. Bonsoir, merci d'être avec nous. 4 médailles lors de ces Jeux. Vous étiez la porte-drapeau de la délégation française. 2 d'or, 2 d'argent. Vous venez d'être reçu à l'Elysée. Et si on vous a invité, c'est parce que vous avez exprimé une certaine amertume. Vous avez eu la sensation de ne pas être assez regardé, de ne pas recueillir assez d'attention, notamment de nos hommes politiques. Vous êtes malgré tout allé à l'Elysée ce soir. J'y suis allée parce qu'on m'avait promis un entretien avec Nicolas Sarkozy. Enfin, du moins, Nicolas Sarkozy avait promis un entretien avec moi. Il n'y a pas eu d'entretien, donc voilà. Ce qui m'embête, c'est d'avoir mis de côté le retour chez ma famille pour lui, et je me rends compte que je me suis fait balader. Vous n'avez pas pu parler au président de la République? Bon, on s'est parlé, mais ça a duré une question où il voulait savoir ce que je faisais dans la vie, et voilà. Que vouliez-vous lui dire? Les choses que j'avais pu dire, que le sentiment que toute la délégation paralympique avait ressenti. On n'a pas eu de message de soutien de personnes du gouvernement, ni du ministre des Sports. Donc il était présent sur place, Bernard Laporte? Bernard Laporte était présent sur place. Mais j'étais une des athlètes à l'avoir vu parce qu'il m'a remis ma première médaille d'argent là-bas. Ensuite d'autres athlètes ne l'ont pas vu.
Voilà, donc ce qui était important pour les athlètes, c'était de se sentir soutenus par le gouvernement. On a reçu avant de partir une lettre de Bertrand Delanoë qui lui nous a soutenus, mais rien de la part du président de la République. Pour vous, les Jeux paralympiques doivent avoir la même reconnaissance que les Jeux olympiques? Ça faisait partie de son discours avant les présidentielles. Pour les personnes qui considéraient les personnes handicapées pareil que les personnes valides. Là, je me rends compte qu'il n'a pas eu du tout d'intérêt pour les Jeux paralympiques. Je trouve ça dommage. Ça a voilé un peu votre joie à ciel anonyme malgré cette belle performance? Non, pas du tout. Il m'en faut plus, franchement, pour détruire ce que j'ai vécu là-bas, parce que voilà, il y a eu une très belle équipe, on a eu un très bon staff, une très bonne cohésion d'équipe. Et voilà, on a été soutenus par notre fédération, par nos emplois STAPS, qui a fait qu'on a pu obtenir de bons résultats à Pékin. Voilà, et bien nous on vous félicite encore de ces performances et puis votre message est passé. Merci d'avoir été avec nous. Je signale que vous étiez aux côtés de votre guide, celui qui vous aide à courir puisque vous êtes malvoyante. Il s'agit de Gauthier Simonet et on le salue également. Merci. Une image de football en Ligue des Champions hier soir. Lyon fait match nul à domicile face à la Fiorentina, 2-2, un match nul qui ressemble à une victoire car 17 minutes avant la fin du match, les Italiens menaient 2-0 avec notamment l'un de ces buts qu'on a vu. Le but égalisateur est marqué ici sur une passe de Juninho qui, en un clin d'œil, vous l'avez aperçu, a su se faire comprendre de son complice Benzema qui met la balle au fond des filets, 2-2 entre Lyon et la Fiorentina. Et puis, on vient de l'apprendre, Saint-Etienne l'a emporté ce soir en Coupe de l'UEFA, 2-1 à Tel Aviv. C'est l'un des événements musicaux de cette fin d'année, le grand retour de NTM après 4 albums, puis 10 ans de séparation. Les pionniers du hip-hop français, du rap, Joe Star et Cool Chain remontent sur scène. Coup d'envoi ce soir, les places se sont vendues en quelques heures. Christophe Hérault, Samuel Humez. Alors t'as entendu là? Oh c'est eux! C'est eux! Je te dis que c'est eux! Oh, c'est NTM. 10 ans après leur séparation, ils sont de retour. Hier soir, ultime répétition. 10 ans d'absence, 10 ans d'attente. Quand tu marches dans la rue, que tu rencontres des gens, tu te rends compte qu'il y a des gens qui disent alors NTM, quand ça se retrouve, à force de l'entendre, tu te dis ouais, quand même, il doit y avoir une attente. Après, la mesurer à ce point-là, c'était pas possible. 17h cet après-midi, Bercy. Dans 3 heures, c'est le concert. Moi, j'ai pas pu les voir à mon époque. J'étais trop jeune, donc c'est l'occasion de les voir maintenant pour vivre ce qu'on n'a pas vécu il y a 10 ans. Lui, c'est Sefiu, né en 1981, révélation rap de l'année. Pour l'homme qui ne montre jamais ses yeux, ils sont toujours numéro 1. Aujourd'hui, des concerts comme Bercy sont là pour prouver que le rap doit être considéré à sa juste valeur et le rap parle à la société française. Parce que c'est une poésie moderne, tout simplement. Durant 10 ans, NTM a raconté le ghetto, l'abandon des banlieues, l'embrasement, le face-à-face avec la police. En 2008, quel sera leur discours? C'est pas un meeting politique qu'on va faire, je veux dire, au travers du show. Il y a certains morceaux comme Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu, qui malheureusement sont encore d'actualité, on en a pu le voir dernièrement. Voilà, bien sûr qu'on aura des choses à dire, comme à tous les concerts d'NTM. Cette semaine, ils vont remplir 5 fois Bercy. Suprême NTM, 20 ans d'âge, peut-être le début d'une nouvelle carrière. Et puis dans un autre registre, sachez qu'un document exceptionnel a été mis au jour. Il s'agit d'une partition écrite de la main de Mozart, quelques notes d'une sonate. En possession de la médiathèque de Nantes, depuis le 19e siècle, l'œuvre, considérée comme une copie, n'avait jamais fait l'objet d'attention particulière. Il aura fallu attendre la visite d'un spécialiste en 2007, l'an dernier, pour qu'elle soit expertisée. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. C'est fait, le fichier Edwige est vidé d'une partie de son contenu. Le décret a été présenté aujourd'hui. Les personnalités n'y seront plus recensées, mais elles pourront figurer dans un répertoire de préfecture. Aucune information ethnique, sanitaire ou sexuelle ne sera mentionnée. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Tania Young, Point Route, Valérie Maurice. 20h50, donc envoyé spécial avec Guylaine Chenu et Françoise Joly. Très bonne soirée.
L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.